La loi Yadan, le génocide en Palestine et la minimisation de la Shoah, j'espère que j'ai retenu votre attention. Car aujourd'hui, on va parler d'un sujet délicat mais crucial. J'ai lu la loi Yadan avant de signer la pétition et en tant qu'historien public, il y a un élément sur lequel je me suis arrêté. Il serait alors interdit de comparer la politique d'Israël à la politique nazie. Sauf qu'en interdisant ça, elle ne protège pas la mémoire mais elle va créer une sorte d'exception juridique. Alors je suis pour la réduction de l'antisémitisme, je le condamne fermement mais à travers des lois concrètes et réfléchies. Donc place à l'analyse et place à l'histoire. Le terme de génocide, forgé en 1944 par Raphaël Lemkin, n'est pas un superlatif pour dire beaucoup de morts. C'est une qualification juridique précise conformément à la Convention de 1948 qui signifie l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe. Ici, on a un précédent historique, à savoir la Shoah, 6 millions de morts, qui reste aujourd'hui le génocide de référence de par son caractère industriel et systématique. Mais la jurisprudence internationale a rappelé que l'ampleur numérique ne définit pas le crime, c'est l'intention qui compte. Et c'est la réalité à Gaza. Depuis le 7 octobre 2023, on a environ 70 000 morts conformément aux sources sanitaires sur place. Sans compter les dizaines de milliers sous les décombres ou encore la destruction des infrastructures vitales. Tout cela correspond à l'article 2 de la Convention, la soumission délibérée du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique. Pour Madame Yadan, comparer, c'est minimiser. Sauf que c'est pas vraiment le cas. Pour un historien, comparer c'est un outil, pas une insulte. On cherche ici à comprendre les mécanismes communs. Quand des chercheurs comme Omer Bartov alertent, ils ne disent pas que Gaza est Auschwitz. Ils soulignent que les mécanismes de déshumanisation et le blocus total rappellent les logiques de ghettoisation et de la famine organisée utilisées par le Troisième Reich. Pourtant, d'autres historiens comme Norman Goda pensent que les accusations de génocide seraient utilisées pour remettre en cause la légitimité d'Israël et que ça dévaloriserait le mot génocide en lui-même. Ou encore qu'il y aurait un manque d'intention génocidaire. C'est dire que si de nombreux académiciens ou ONG emploient le terme de génocide, des débats restent et des écoles s'opposent. Mais il y a un point absolument essentiel à comprendre, c'est l'universalité du droit. Si la définition de génocide a été créée à cause de la Shoah, elle doit pouvoir s'appliquer à tous, sans exception. Interdire la comparaison, c'est décréter que certains États ne sont pas capables de commettre les crimes qu'ils ont eux-mêmes subis. Et si on étudie un peu plus la loi Yadan, il y a un point qui est vraiment problématique, c'est celui de la confusion entre antisionisme et antisémitisme. Comme le note la Ligue des droits de l'homme, cette loi présuppose que tout juif est solidaire des actes de l'État d'Israël. En agissant ainsi, Caroline Yadan met tout le monde dans le même panier, sauf que ça marche pas comme ça. 5 rapporteurs des Nations Unies ont estimé que la loi risquerait de banaliser les cas réels de haine antisémite. Également, en isolant l'antisémitisme des autres formes de discrimination pour lui donner un côté un peu sur mesure, on fragilise l'unité de la lutte antiraciste. Et un exemple frappant, si demain en manifestation vous dites liberté pour la Palestine, eh ben vous êtes hors la loi, car cela remet en cause l'existence d'Israël. Donc là, on sort du droit pour rentrer dans la censure idéologique. Donc nous, en tant qu'historiens, on nous apprend que le génocide ne commence pas par des chambres à gaz, ni même par des meurtres de proximité avec le génocide des Tutsis. Mais ça commence par des mots, par des lois d'exception et par un déni de l'humanité. En 1941, les premiers massacres des Einsatzgruppen n'avaient pas de nom. Sauf qu'aujourd'hui, on a les noms, les cadres juridiques et surtout les images en temps réel. Et le plus jamais ça, c'est une promesse universelle, c'est pas un privilège géographique. Si cette loi passe, ça montrera qu'on n'a plus le droit de critiquer l'existence d'un État. Et qui est pourtant un principe tout le temps remis en question. On a les deux pieds dans le plat du liberticide, mais je vais pas faire semblant d'être surpris car on baigne dedans depuis des années.